On connaît tous le nom, Dracula. Il évoque des films, des légendes. Mais si on oubliait tout ça un instant, car le dossier original, la vraie affaire, est bien plus terrifiante. C'est une enquête entièrement reconstituée à partir de journaux intimes et de lettres. Et ce qu'elle révèle, ce n'est pas un simple monstre, mais un prédateur d'une intelligence redoutable. Alors, ouvrons ensemble ce dossier. Tout commence avec cette phrase « Car les morts voyagent vite ». Une phrase notée par un jeune clerc de notaire en route pour un château perdu dans les Carpates. C'est la toute première pièce versée au dossier, et c'est le point de départ d'une des affaires paranormales les plus troublantes jamais enregistrées. Et cette première pièce, c'est un journal, le journal de Jonathan Harker, un simple agent immobilier parti en Transylvanie pour un voyage d'affaires, un voyage qui va très vite tourner au cauchemar. Dès son arrivée au château, Harker sent que quelque chose ne va pas. Le premier contact avec son hôte, le comte Dracula, est glacial. Il écrit dans son journal que sa main ressemble plus à la main d'un mort que celle d'un homme vivant. Ce froid anormal, cette force surhumaine, ce n'est que le tout premier signal d'alarme. Jour après jour, Harker note tout, et ce qu'il décrit dépasse l'entendement. Une force colossale. Il voit le comte contrôler des loups d'un simple geste. Il l'aperçoit même ramper le long des murs du château tel un lézard. La créature n'a aucun reflet, ne mange jamais. Très vite, la terrible conclusion s'impose. Son hôte n'est pas humain. Et ce château n'est pas une demeure, c'est une prison. Pendant que Harker est retenu captif, l'enquête se déplace. Direction l'Angleterre. Et là, l'horreur va monter d'un cran. Un navire fantôme s'approche des côtes de Whitby avec à son bord une cargaison aussi étrange que macabre. Une chose est sûre, le prédateur a changé de terrain de chasse. La deuxième pièce à conviction, c'est le journal de bord du navire. C'est le récit glaçant d'une agonie. Le capitaine y décrit, jour après jour, la disparition de son équipage, fauché par une présence invisible à bord. Le ton est clinique, factuel, ce qui rend cette chronique de l'horreur absolument terrifiante. Et quand le navire s'échoue finalement à Whitby, la scène est apocalyptique. Le capitaine est retrouvé mort, attaché à la barre. Un animal, décrit comme un chien immense, saute du bateau et disparaît. Et puis, il y a cette cargaison, 50 caisses en bois, remplies de terre. À ce stade, le mystère est total. Face à des faits qui défient toute logique, on fait appel à un spécialiste, un certain professeur Van Helsing. Il est appelé au départ pour une maladie étrange, mais il va très vite comprendre qu'il n'a pas affaire à un microbe, mais à un mal bien plus ancien. C'est lui qui va enfin révéler la nature de la menace. Van Helsing met un nom sur la créature, le non-mort. Et cette définition est absolument cruciale. Il ne s'agit pas d'un esprit, ni d'un démon. C'est une entité physique, un corps réanimé qui se nourrit de sang pour exister. Et ça change tout. Car si la menace est physique, elle peut être étudiée, comprise et surtout, elle peut être détruite. Pour combattre son ennemi, il faut connaître ses règles. Et là encore, il faut oublier ce qu'on croit savoir. Non, le soleil ne le tue pas, il ne fait que l'affaiblir. Ces métamorphoses ont des contraintes de temps très précises. Chacune de ces règles n'est pas une simple anecdote, c'est une faille. Une faiblesse stratégique qui peut et qui doit être exploitée. À partir de ces règles, Van Helsing établit un protocole de neutralisation. C'est une procédure d'une violence inouïe, choquante, mais jugée absolument nécessaire. Il ne s'agit pas de magie, c'est une méthode quasi chirurgicale conçue pour s'assurer que la créature soit anéantie et que son âme, dit-on, soit enfin libérée. Maintenant, les enquêteurs savent à quoi ils font face, mais la question c'est pourquoi. Et c'est là qu'ils découvrent l'ampleur du plan. Ce ne sont pas des attaques au hasard, non, c'est le début d'une invasion. Une invasion silencieuse et méthodique qui vise le cœur du monde de l'époque, Londres. Et ça nous ramène à notre premier mystère. Ces 50 caisses de terre venues de Transylvanie. Quel est leur secret? En quoi de la simple terre peut-elle être une arme aussi terrifiante? La réponse est la clé de toute sa stratégie. Cette terre, c'est sa terre natale, son sanctuaire, le seul endroit où il peut se reposer et régénérer ses forces pendant la journée. Chacune de ces 50 caisses est en fait une base opérationnelle, un repère mobile. C'est une stratégie absolument brillante et terrifiante. Et rien n'est laissé au hasard. Il a placé ses refuges aux 4 coins de la ville, de l'Est populaire jusqu'au quartier chic de l'Ouest. C'est un maillage parfait. Il est en train de tisser une toile mortelle sur la plus grande métropole du monde, prêt à lancer son assaut. Le plan étant révélé, la contre-offensive s'organise. C'est une course contre la montre désespérée. L'objectif des chasseurs, trouver et stériliser chacun de ces repères londoniens avec des objets sacrés. Le but est de l'acculer, de le priver de tout refuge pour le forcer à fuir, à retourner chez lui, dans son château. Mais alors que la traque finale est lancée, une dernière pièce vient complexifier le dossier. Elle vient de Mina Harker, l'une de ses victimes. À travers le lien psychique qui les unit, elle perçoit quelque chose d'autre que la monstruosité.
Elle perçoit la solitude infinie d'une âme maudite et tragique. Et c'est là-dessus que le dossier se referme, sur cette question. La créature traquée était-elle un simple monstre? Les archives suggèrent aussi un ancien seigneur de guerre, un héros de son temps dont l'existence est devenue une malédiction. Peut-être que sa plus grande souffrance n'était pas sa soif de sang, mais cette interminable immortalité. Alors monstre à détruire ou guerrier tragique? Le dossier est clos, mais le mystère, lui, reste en